T'as vu qu'il a rajouté dans le groupe des Jean-Baptiste, il a rajouté le gros Pierrot. C'est bon, et les lumières doit être bon. Partager. Peut-être couper la lumière. Ouais, Je crois que c'est la clé. On doit faire la lumière. Non, alors c'est le derrière. L'autre. Voilà. Pas mal. Alors, on en est où? C'est bon? Ça doit être bon. C'est bon? J'en mets les deux dernières personnes. Ok. Alors, c'est un grand plaisir qu'on vous reçoit ce soir. Voilà, vous êtes nombreux ici, mais il y en a à peu près autant qui sont en visio et on vous remercie tous pour cette conférence sur l'ostéoporose. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du contexte pour vous expliquer pourquoi on a choisi. Alors, bien sûr, dans cette mécanique de CPTS, où l'objet, c'est quand même de faire un diagnostic du territoire et puis de voir de quoi les gens meurent, dans quel état ils sont et essayer de lutter pour que les gens soient en meilleur état le plus longtemps possible et puis qu'on évite les urgences, qu'on évite... voilà. C'est un peu tout le jeu du ministère pour nous pousser dans nos retranchements et puis pour nous faire avancer, pour faire avancer les lignes. Donc, l'ostéoporose, pourquoi avons-nous décidé de travailler sur cette thématique? C'est que d'une part, quand on voit la pyramide de l'âge du département, on est âgé, il y a beaucoup de femmes, et que cette pathologie impactait essentiellement les femmes. On se retrouve avec des femmes de plus de 50 ans qui sont impactées en termes avec le volet financier, on le verra tout à l'heure, le volet humain, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Giraud, toute la problématique de vivre âgé mais en état quand même, c'est plus sympa. Voilà. Et puis des gens aussi socialement isolés. Donc c'était le premier point, l'ostéoporose, et après c'était aussi grâce à l'URPS Kiné qui avait travaillé avec le groupe AFLAR et qui avait fait un projet d'article 51, parce qu'avant, nous n'avions pas la cotation pour l'évaluation de la personne âgée. Et là, ça vient avec l'avenant 7 de l'apparaître. Donc, vous savez que l'article 51, c'est pour créer des actes ou rembourser des actes qui n'existent pas dans la nomenclature. Donc voilà, donc on a voulu, on s'est dit on va s'appuyer sur le travail déjà des collègues et puis tout ce groupe de travail, la mettre un peu à la sauce bourbonnaise et puis ben, on s'assurerait du travail et ça, voilà, tout le monde du groupe vont venir exposer un petit peu les améliorations qu'on a apportées, qu'on a essayé d'apporter à leur parcours.
Voilà. Donc, merci du coup voilà, à tous nos adhérents, parce que je suppose que vous êtes tous adhérents de la CPTS, ou bientôt. Bientôt, bientôt. Voilà. Et puis, on n'avait pas la présentation du groupe avant de ces chiffres, non? D'accord, ok. Alors ça, c'est quelques chiffres. Voilà pourquoi avons-nous été vers l'ostéoporose. Voilà, 40% des femmes qui ont de plus de 50 ans qui vont faire une fracture de l'ostéoporose. On se retrouve avec 17 906 coûts moyens d'une fracture ostéoporotique, c'est quand même important. 60 000 personnes hospitalisées du fait d'une fracture ostéoporotique sévère chaque année. Alors, on est d'accord, on ne meurt pas. Hein, d'ailleurs, Claudine me l'a rappelé, on ne meurt pas directement de la fracture, mais ça génère une dynamique vers le bas. Et voilà, hein, on est bien d'accord, c'est pas la fracture qui fait souvent mourir, il y a peut-être des fractures qui font mourir, hein, mais ça, ils nous le diront, nos docteurs nous le diront. Ensuite, on se retrouve quand même avec 7500 patients décédés dans l'année qui suit la fracture. Alors ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les caisses retraites, mais pour l'humain, c'est moins bien. Coût national, plus d'1 milliard. Hein. Et puis 3300 qui subissent une nouvelle fracture dans l'année. Donc on repasse par le bloc opératoire. Ça fait le bonheur des chirurgiens, mais quand même, il y a d'autres trucs plus sympas à faire, je suppose, que de travailler sur des ostéoporotiques. Voilà. Ça, c'est quelques points pour illustrer pourquoi on a choisi l'ostéoporose. Alors oui, ça, c'est les coûts de séjour hein, en hospitalier, le nombre. Vous arrivez à voir ou pas? J'essaye de faire mon... J'essaye. Parce que je ne sais pas si vous voyez. Je peux relire ce qu'il y a de marqué, mais c'était pour illustrer. De toute façon, on vous enverra le diaporama hein, si vous voulez à l'issue. Ça vous évite de prendre des notes. Voilà, le nombre de séjours sévères. Alors là, c'était intéressant, c'était de positionner comment se situait le département, la CPTS, voilà, par rapport au département et par rapport à la région. Donc, vous voyez, on est quand même dans le rouge. Hein, on est à 63,5% par rapport au département qui est à 60,4% et la région aura 59,80%. Donc, la durée de séjour, là, le département 8,2, 7,6 chez nous, peut-être que la DMS est plus courte dans nos secteurs parce qu'on a besoin de beaucoup de place. Voilà, et puis qu'on a des infirmières efficaces qui, en sortie de bloc, reprennent tout ça en main. L'âge moyen, donc on a aussi un comparatif entre du coup sur la CPTS, donc là rien de voilà 27,9%. Entre 70 et 84 ans, on se retrouve quand même à quasiment 40% hein, là. Et puis plus de 85 à 30%, mais du coup là, peut-être qu'ils sont déjà morts. Je ne sais pas comment elle fait l'étude. Voilà, c'est des sources Casper, hein? Oui. C'est ça, hein? Voilà. Les entrées aux urgences, voilà, avec, vous voyez, 78,4. Bon, on fait un peu moins que dans le département et beaucoup plus que dans la région. Retour à domicile, et oui, heureusement, il y en a quand même qui rentrent à domicile avec 53,6. Donc là, on est plutôt bien. Quoique non, 55 et 57, on est beaucoup mieux sur la région. Les transferts en SSR, on est à 28%. Alors que le département 29,2 et 26,9, il faut aussi avoir de la place dans les SSR, c'est tout le problème. Et puis les décès, on est en tête de gondole. Décès en cours de séjour, 2%, et autre mode de sortie. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Vous avez des idées, non? EHPAD? Ok. Ça serait le domicile, l'EHPAD. Ouais, oui, ça serait casé dans la. L'EHPAD, c'est un domicile. Non? Bon, c'est pas grave, hein, c'est simplement un petit détail et c'est moi qui pose les problèmes.
Voilà, tu mets une autre slide. Voilà, alors on revient sur la mortalité et on est bien d'accord que on ne meurt pas direct. Ah, attends. Oh là. Je vais trop vite. Voilà, on ne meurt pas directement de la fracture. Vous voyez, 6,1 par rapport au Rhône, par rapport à la Loire, par rapport à l'Isère, la Savoie. Le fait de faire du ski, c'est pas mal hein, contre l'ostéoporose et de marcher, de monter des montagnes. En fin de compte, c'est ça le problème. Dans la Ligue, il n'y a pas assez de montagnes. Voilà. Après, c'est vrai, quand on regarde Cantal, Haute-Loire, Ardèche, il y a du taf aussi. Mais chaque jour suffit sa peine et nous, on va s'occuper du petit bout de l'Allier du Haut. Voilà. Alors ensuite, toute une équipe. Hein, là, il nous tenait à cœur de présenter tout le groupe de la fiche action. Avec comment on fait? Tu vois, on a nos photos. Voilà, avec Claudine Matécade, voilà, notre médecin généraliste référent, Guillaume Fonvergne, qui est chirurgien dentiste, qui nous a apporté sa lecture de chirurgien dentiste, notre pharmacienne qui vous a fait émarger votre présence, notre infirmière, Véronique Corneloup, Céline Roux, notre infirmière aussi, François Gaume, notre kiné, et puis voilà, moi qui ai poussé un peu le chariot sur ce groupe très sympathique. Et alors, il y a aussi une petite évolution du groupe, c'est qu'au départ, on s'est dit, allez, on reprend un produit URPS, ça va aller vite, hein, c'est le discours que je vous ai tenu la première fois. Ça devrait aller rapidement parce que ce qui est vrai à Paris est vrai à Moulins normalement. Et on avait identifié les problèmes, créé des sentinelles pour booster et pour, pas du tout pour prendre la place du médecin, mais pour dire au médecin, tiens, là j'ai un problème, est-ce que vous l'avez vu? Parce que voilà, le pharmacien, c'est en fonction des médicaments, s'il est sous traitement. Nous, on ne le sait pas en tant que kiné. Voilà. Et voilà, donc on a vu toute la filière, on a mis tout ça en place, et puis on se retrouverait, ouais, mais une fois qu'il faut un diagnostic, il faut attendre 6 mois, 1 an. Et là, on s'est dit, bah ouais. Alors on a dit, oh, on va attendre, hein, on reprendra ça l'année prochaine. Et entre-temps, Monsieur Vacher est arrivé, et puis c'est toute la clinique, tout le groupe rhumato qui a débarqué et en disant, bah oui, mais on va reprendre le flambeau. Et voilà. Et du coup, là, on a pu avoir tout un travail de la filière, ce qui n'était pas gagné au départ. Voilà. Je passe le micro parce que Bernard m'a dit, moi, ça peut durer de 30 minutes à 2 heures. Donc, voilà. Alors ensuite. Ça va être Bernard? Oui, je vais mettre sur tes diapos. Avec le micro, C'est pour les gens qui sont en visio. Ouais. Il y a le micro là, mais celui-ci, c'est pour la salle. À mon pas de pointeur, non? Il bug. Je l'ai essayé. Allez. Par contre, l'écran. Bon, alors on va y aller. Je suis désolée, je suis pas rapide. Pourquoi il ne le met pas là? Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le vôtre. Ouais. Mais je sais pas. Je peux vous le partager directement. Non, mais je l'ai. J'ai ouvert les deux. C'est juste que j'arrive. Bon, on attend que la technique suive. Je suis désolée. Bon, on est très content d'être là, donc, parce que l'ostéoporose, c'est vraiment un peu le parent pauvre de notre spécialité. On va en parler donc, un peu plus longuement tout à l'heure. Et vraiment, donc, ça a été une très belle occasion de se rencontrer donc, avec Gilles Chalot et l'ensemble du groupe de CPTS. Parce que vraiment, je pense qu'ils avaient donc la bonne idée, ils étaient un petit peu dans l'impasse, et puis finalement, donc, on a pu trouver les moyens donc, de faire ce beau projet. Alors, l'ostéoporose, si vous voulez, en France et dans le monde d'ailleurs, c'est une pathologie qui est maltraitée. Elle est maltraitée en un seul mot et maltraitée en 2 mots. Maltraitée parce que il y a eu des oppositions, des prises de position de certains médias qui ont impacté un petit peu donc, les gens et
qui les ont rendus un peu réfractaires à la prise en charge de cette pathologie. Mal traités en 2 mots par nous soignants, parce qu'il y a eu quelques réticences quant aux moyens diagnostiques, quant à l'efficacité des traitements, quant aux effets secondaires des traitements. On en reparlera tout à l'heure. Ce qui fait que tout ça a vraiment obéré les résultats attendus donc, dans la prise en charge de l'ostéoporose. Pour vous donner un ordre d'idée qui illustre ce propos, en 2008, l'OMS avait comme objectif de réduire de 10% la survenue des fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Et bien actuellement, on est en augmentation de 10%. C'est pour vous montrer le hiatus. Il y a véritablement donc aucun progrès qui a été fait de ce côté-là. Donc, diapo suivante. Oui, Il n'y a qu'une diapo. Bon. il y en a qu'une. Alors, Bon, alors, on va commencer par une définition. ah, c'est qu'il y avait les écrits. Ben voilà. Ouais. Alors, avant la définition, oui, de quoi je vais vous parler? Donc, je vais vraiment insister sur l'épidémiologie. Gilles vous en a dit un mot, mais je vais vraiment insister pour que tout le monde ait bien conscience un petit peu de ce que ça représente en coût de santé publique et en jouant laissé de côté. On va également ensuite insister sur les moyens donc, diagnostiques. Avec leurs limites, bien évidemment, et puis je parlerai des indications thérapeutiques. Sans rentrer dans le cadre des stratégies thérapeutiques, ça je pense qu'avec Charlotte, ça sera l'objet d'une discussion et de répondre à vos questions. Je pense que ça sera plus simple et ça sera pas trop descendant parce que sinon je vais vous perdre. Alors, voyons la définition de l'ostéoporose parce que cette définition est très importante. Vous n'arrivez pas à la passer? Si, c'est bon. Si, c'est juste que voilà, il y a des Voilà. Donc, l'ostéoporose, elle se définit comme une maladie diffuse du squelette, comme vous le savez. Elle va être caractérisée par une diminution de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture du tissu osseux. Donc, il y a vraiment 2 paramètres qui sont importants à considérer. Et cette diminution de la masse osseuse ainsi que cette altération de la structure, eh bien, ça va être responsable d'une augmentation de la fragilité osseuse et du risque de fracture. Ça, c'est tout à fait cohérent. Donc, vous voyez donc à gauche un os normal, vous voyez des travées extrêmement épaisses, et vous voyez donc un os ostéoporotique avec des travées très fines qui finissent par se rompre et qui, bien évidemment, donc, vont fragiliser l'os. Diapo suivante. Alors, vous voyez, vous voyez un petit peu donc, le travail donc, qui est fait par nos amis ostéoclastes, qui sont les cellules qui vont résorber l'os. Alors, à ce propos, je voudrais juste vous rappeler quelque chose qui est assez important et que je rappelle beaucoup aux patients en consultation, parce que ça les aide à comprendre. En fait, dans l'os, pour faire très très simple, hein, c'est très caricatural ce que je vais vous dire, il y a 2 types de cellules. Il y a des cellules qui vont bâtir de l'os, faire de l'os, on les appelle les ostéoblastes. Et puis, donc, il y a les cellules qui vont au contraire donc, résorber l'os, on les appelle les ostéoclastes. Bon, il y a un moyen qui est simple pour s'en souvenir, ostéoblaste B, bâtisseur, C, creuse. Hein, voilà, pour faire simple. Et ce processus, il va démarrer du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Alors, bien entendu, ces 2 processus ne vont pas être toujours donc, égaux selon les périodes de la vie. Vous comprenez bien que pendant la croissance, depuis le bébé jusqu'à l'âge de 20 ans, on va faire plus d'os qu'on en détruit, mais il n'empêche qu'il y a une destruction osseuse qui se fait donc régulièrement. C'est ce qu'on appelle les unités de masse osseuse, et ces unités vont travailler pendant 3 mois. Vous avez 15 jours de destruction osseuse et 2 mois et demi de comblement donc osseux. À partir de 20 ans, 18-20 ans, on a le pic de masse osseuse, c'est-à-dire que vous avez atteint le total de la masse osseuse que vous aurez toute votre vie. Et de 20 ans à 40 ans chez la femme, parce que c'est différent chez l'homme, les 2 processus sont à peu près équilibrés. Vous faites de l'os autant que vous en détruisez. Et à partir de 40-45 ans, voire un peu plus, arrive la ménopause, et là, le processus va s'inverser. Vous allez détruire plus d'os que vous allez en construire. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un chiffre, une femme ménopausée va perdre en moyenne à peu près 1% de masse osseuse par an. Et cette perte va durer pendant à peu près 20 ans. À partir de 65 ans, ça va se diminuer, ça va s'atténuer. Donc, vous voyez, 1% de perte de masse osseuse par an pendant 20 ans, ça fait 20%. 20%, c'est pas rien. Donc, tout dépend du pic de masse osseuse qu'on a au départ. Si vous avez un gros pic de masse osseuse au départ, vous êtes à peu près tranquille. Si le pic de masse osseuse, pour des raisons diverses, rachitisme, malnutrition, donc est un peu bas, eh bien, vous êtes exposé à faire une fracture ostéoporotique. Toutes les femmes ne perdent pas leur os à la même vitesse. 1%, c'est à peu près donc, la moyenne, mais vous avez des perdeuses rapides qui peuvent perdre 2%, voire 3% par an. Donc là, ça change également la donne. Pour vous donner une idée, une anorexique, elle va perdre 10% de masse osseuse par an. Donc vous voyez un petit peu le travail, ce que ça donne. Donc là, c'est l'illustration un petit peu du travail de ces unités osseuses.
La suivante. Alors, vous savez qu'on a deux types d'os. Il y a l'os trabéculaire, l'os à moelle, et puis l'os cortical, les os longs. Et il va y avoir une répartition donc, différente dans le corps. Alors, le rachis qui nous intéresse, parce que c'est lui qui est le plus impacté par l'ostéoporose ménopausique, vous voyez qu'il est fait de 75% d'os trabéculaire et 25% de cortical. Le col du fémur, c'est l'inverse, 75% de cortical et 25% de trabéculaire. Et une petite précision, la partie intertrochantérienne, je vais y arriver, eh ben c'est 50-50. Hein, ce qui explique d'ailleurs la fréquence de ce type de fracture ostéoporotique. Au niveau du poignet, ça c'est très intéressant, le poignet, parce que vous voyez que ce n'est pas que du cortical, on pourrait penser que c'est de l'os long, non. L'extrémité distale du poignet, il y a 25% de trabéculaire. Hein, là aussi, ça explique la fréquence des fractures ostéoporotiques du poignet. Et par contre, vous voyez que le tiers du radius, on est pratiquement à 100% de cortical. La suivante. Oui. Alors, Gilles donc, a donné quelques chiffres tout à l'heure. Bon, c'est une maladie osseuse silencieuse, hein, c'est ce qu'on appelle l'épidémie silencieuse, c'est bien ça le problème. Et finalement, sa complication qui permet donc souvent la découverte, c'est la fracture. Alors, c'est une pathologie extrêmement fréquente, hein, à peu près 3 millions de femmes ostéoporotiques en France. Le plus souvent, eh ben, c'est malheureusement donc, négligé, ça passe à l'as, pour parler vulgairement. Et vous avez une femme sur 5 qui va être diagnostiquée, une femme sur 10 qui va être traitée. La suivante. Alors, la répartition donc, de ces fractures donc, ostéoporotiques, vous voyez qu'elles sont en gros pour moitié vertébrales, rachidiennes, et pour autre moitié périphériques, avec une répartition à peu près équivalente entre donc, la hanche et le poignet des autres. Donc, vous voyez les chiffres que vous avez donc, ici. La suivante. Alors, vous voyez donc toutes ces fractures ostéoporotiques ne vont pas donc apparaître donc au même âge. La première des fractures qui va donc apparaître donc après la ménopause, c'est la fracture donc du poignet, c'est ce qu'on appelle la fracture sentinelle. Alors donc en pratique, lorsque vous avez une femme de 50 ans qui se casse le poignet avec une cinétique donc qui est faible, bah, le réflexe c'est tout de suite penser à une fracture ostéoporotique. Et c'est là où les acteurs sentinelles qui ont été mis au point là, donc, dans les réunions de la CPTS sont importantes, c'est-à-dire vous, les kinés, les infirmières, etc. C'est là que vous devrez donc déclencher donc, le processus de prise en charge de l'ostéoporose. La fracture vertébrale va arriver donc en moyenne un petit peu plus tard, donc c'est autour de 60-65 ans. Et enfin, donc la fracture du col du fémur, vous voyez, elle a une progression qui est pratiquement exponentielle. À partir de 80 ans, c'est une fracture, on verra tout à l'heure, qui est extrêmement grave. La suivante. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc sur la fracture du poignet, c'est une fracture donc sentinelle. Vous voyez la répartition, le sexe ratio, c'est quand même donc 4 femmes pour un homme. Et ce qui est très important, là encore je me répète, fracture sentinelle, elle est vraiment donc prédictive de notre fracture. Et en particulier, vous voyez que quand on a une fracture du poignet à 50 ans ostéoporotique, ça va multiplier le risque de faire une fracture vertébrale par 5 chez la femme et par 10 chez l'homme. Donc, c'est vraiment très important de faire ce dépistage à ce moment-là. La suivante. Alors là aussi, c'est pour vous montrer comment cette fois une fracture vertébrale peut être prédictive d'une autre fracture vertébrale. Vous voyez, donc les chiffres sont très importants. Quand vous avez une fracture vertébrale, vous avez un risque de faire une autre fracture qui est multipliée par 2,6. Quand vous avez plus d'une fracture vertébrale, c'est multiplié par 5. Et plus de 2 fractures vertébrales, c'est multiplié par 7. Donc l'enjeu est vraiment très important de dépister ça le plus précocement possible. La suivante. Alors, je reprends un petit peu les chiffres qui ont été dit tout à l'heure. Vous voyez, les fractures d'extrémité supérieure du fémur, c'est 19% des fractures ostéoporotiques diagnostiquées. L'incidence annuelle française, 50 000, et l'âge moyen de la première fracture, 81 ans. Donc 50, 65, 81 ans, 80 ans pour les différentes localisations de fractures. La suivante. Alors, vous pouvez donc... non, c'est ça. Ah, oui. Voilà, et la deuxième. Donc là aussi, ça reprend ce qu'a dit Gilles tout à l'heure sur ces gravités donc, des fractures d'extrémité supérieure du fémur qui arrivent chez ces sujets âgés. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par Fardelone en Amiens, en Picardie. Et vous voyez que chaque fracture de l'extrémité supérieure du fémur entraîne en moyenne une hospitalisation de 21 jours. Et 21% des patients ont décédé dans les 3 mois qui ont suivi la fracture.
avec une mortalité 2 fois plus élevée chez l'homme que chez la femme. OK? Et parmi ceux qui ont survécu, là aussi je rejoins tout à l'heure ce que disait Gilles, entre 15 et 25% sont rentrés pour un séjour en institution, d'au moins un an après l'accident, et entre 25 et 35% sont rentrés chez eux mais deviennent dépendants de tierces personnes. Donc c'est une fracture qui est très très grave avec une morbidité très importante. La suivante. Alors ça, c'est un petit schéma justement qui illustre donc la sévérité donc, de ces fractures, mais pas simplement fémorale, et là j'insiste là-dessus, la fracture vertébrale aussi donc, est obérée donc, d'un taux de survie donc, qui est altéré. Vous voyez, en Poitiers, vous avez l'espérance de vie donc, espérée, et vous voyez celle qui est véritablement donc, observée en cas de fracture vertébrale, et on a à peu près donc, 20% de casse au bout de 5 ans. Au niveau donc, fémoral, la casse devient est beaucoup plus précoce, et ensuite donc, ça se maintient, mais là aussi donc, on a à peu près 20-30% de perte. La suivante. Alors, comment on va diagnostiquer cette ostéoporose? Alors, c'est là que commencent un petit peu les difficultés. On dispose d'un outil qui s'appelle la densitométrie osseuse. Là aussi, pour faire un petit historique, cette densitométrie osseuse, elle est apparue en pratique courante dans les années 95. Le gros problème, c'est qu'elle n'a pas été remboursée par la sécurité sociale dans les premières années. Il a fallu attendre 2006 avec une usine à gaz d'indication pour avoir donc un remboursement, ce qui fait que ça a énormément donc, ralenti et rendu difficile cette prise en charge. La suivante. Alors, le principe de la densitométrie osseuse, je vais aller très vite, hein, c'est une émission de photons par rayon X qui va traverser donc, le squelette et qui va nous permettre d'obtenir donc un chiffre en densité surfacique. Le gros intérêt, c'est que c'est un examen qui n'est pas du tout invasif, qui est très peu irradiant, l'irradiation est inférieure à celle d'une radio pulmonaire et qui est extrêmement reproductible. La suivante. Alors ça, c'est un vieux tableau que je vous ai mis là parce que on parle toujours d'ostéopénie. En fait, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est la troisième colonne. On parle d'ostéoporose. Si le T-score est inférieur à moins de 5, vous oubliez tout ce qu'il y a au-dessus. La suivante. Alors, voilà les conditions de remboursement. Vous voyez, elles datent maintenant de 17 ans. Ça n'a pas évolué. Chez quelqu'un qui est, c'est une femme, pardon, ménopausée, y compris sur les femmes qui ont un traitement hormonal, voilà les 4 conditions pour lesquelles il y aura un remboursement. Alors, l'antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur, c'est un parent du premier degré, que ce soit la mère ou le père, je précise, le père aussi ça compte. L'indice de masse corporelle, inférieur à 19, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, souvenez-vous l'anorexie. La ménopause avant 40 ans, quelle qu'en soit la cause, qu'elle soit chirurgicale ou spontanée, et les antécédents de prise de corticoïdes d'une durée d'au moins 3 mois pour une dose supérieure ou égale à 7,5 mg par jour. D'accord, voilà, ça c'est les 4 conditions, vous avez le remboursement. Le prix, bon, c'est pas grave, ça coûte à peu près 40 €, une misère. Les rhumatologues, on peut le coupler avec une consultation lorsqu'on a l'appareil. Alors, ça, c'était pour la femme ménopausée. Pour la population générale, quel que soit l'âge et le sexe, les conditions sont un peu différentes. En cas de découverte ou de confirmation radiologique d'une fracture vertébrale, sans contexte traumatique ou tumoral évident, et en cas d'antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur. Quand on parle de fracture périphérique, c'est des fractures donc, majeures, hein, c'est-à-dire c'est poignets, épaules, c'est pas la fracture du petit doigt ou de l'orteil. Hein. Et en cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d'ostéoporose, alors là, vous avez toute une liste. Ce qui est retrouvé le plus souvent, c'est la corticothérapie systémique ou les antécédents documentés de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d'ostéoporose. Bah, c'est tous les agonistes pour les cancers de la prostate et également tous les traitements anti-hormonaux donc du cancer du sein. Après, on est dans des pathologies extrêmement rares. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Lobstein, je ne pense pas. Bon, l'hyperparathyroïdie primitive, c'est pas très fréquent, même si ça existe. L'hypercorticisme, bon, là, on est un petit peu plus fréquent. Donc, vous voyez, donc, ça a été bien serré par le législateur. Ça ne facilite pas les choses. La suivante. Alors, la densitométrie, je ne vais pas rentrer dans la discussion. Souvenez-vous de la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Diminution de la masse osseuse, altération de la structure. La densitométrie osseuse, elle va donc pouvoir mesurer que la masse osseuse. Donc, s'il y a une structure la structure est altérée, la densitométrie ne va pas le... Or,
La DMO, elle va expliquer en gros un peu plus d'une fracture sur deux. Vous voyez, il y a à peu près 40% qui va passer à l'as. Ok, ça c'est les limites de la densitométrie osseuse. On va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres éléments qui vont nous permettre d'affiner le résultat. La suivante. Alors, justement, pour essayer d'être un petit peu plus donc, sensible dans la détection de l'ostéoporose, il a été traité, il a été mis au point un algorithme, un score multicomposite qui permet de nous sortir un chiffre de risque absolu de fracture. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, le FRAX, ou si vous l'avez déjà utilisé, parce qu'on peut le faire simplement, il suffit de taper FRAX sur Internet, vous tombez sur le site, vous remplissez les cases et vous avez le résultat. Alors, je vous rappelle très brièvement les différents éléments qui rentrent en cours de jeu. L'âge, bien sûr, le sexe, le poids, la taille. S'il y a une fracture précédente, on reprend les facteurs de risque. Si le parent a une fracture de hanche, si le sujet est fumeur, s'il prend de la cortisone, s'il a une polyarthrite rhumatoïde, une ostéoporose secondaire, on a vu les cas tout à l'heure, l'alcool, 3 unités par jour, et puis donc la densité minérale osseuse du col fémoral. La suivante. Ça ne sort pas? Si, c'est Voilà. qu'elle est double sinon. Allez-y. Encore. Voilà. Donc là, c'est un exemple qu'on a rempli. Donc, vous voyez, quelqu'un qui avait une fracture prévalente. Ah, c'est pas sorti. Non, ça sort pas. Bon, c'était C'est les deux là. pour vous donner donc une idée de score. Non, ça ne veut pas sortir. Si, c'est ça. Et après, non. Vous voyez pas sur l'écran. Ouais. Ah, vous l'avez, vous. On l'a sur l'autre, ouais. Ah, c'est l'effet encore. Voilà. Voilà, donc ça va vous sortir donc, un résultat de cette manière. Le risque de faire une fracture majeure ostéoporotique, 16%, et le risque de faire une fracture donc, de hanche, 8,8%. Alors les chiffres comme ça ne veut rien dire, on ne sait pas comment les interpréter. Donc normalement, vous avez donc une courbe qui est fournie avec le résultat. Normalement, elle doit être sur la diapo d'après, je ne sais pas, voilà. Et vous voyez, donc sur la courbe, vous avez le risque de fracture majeure à 10 ans en ordonnée, l'âge en abscisse, et vous avez cette courbe de référence des gens qui ont fait une fracture pathologique, fracture ostéoporotique. Et si en fait votre résultat est au-dessus de l'aire sur la courbe, eh ben, il y aura une indication de traiter. S'il est en dessous donc, de l'aire sur la courbe, vous ne traitez pas. Alors en fait, ce FRAX, ce n'est pas demandé systématiquement. Enfin, je ne sais pas, Charlotte, peut-être pas de mon avis. Mais l'indication du FRAX, c'est surtout si on est entre deux en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si vous avez un T-score qui est inférieur à moins de 5, c'est même pas la peine de le faire. Si on est entre deux, qu'on appelle l'ostéopénie, on peut le faire. Mais en fait, en règle générale, c'est pas ça qui va déclencher un traitement. Hein. C'est rare, ça. C'est rare, c'est rare. En fait, on le fait des fois quand. On peut les décider aussi. Voilà, et exactement. Puis en fait, on le fait des fois quand on n'a pas envie de traiter. C'est facile. Il faut être honnête. Voilà, alors c'est un petit moyen, mais bon, il y a quand même pas mal de limites à l'utilisation de ce FRAX. La suivante. On passe. Ça, on en parlera dans la discussion tout à l'heure. Je ne vais pas alourdir le propos. La suivante. Et alors, c'est développé, ça vous connaissez peut-être moins bien, même si vous avez eu des résultats de la densitométrie osseuse qui est faite à l'hôpital, parce qu'ils le font le TBS score. Le TBS score, ce n'est pas la marque de basket, hein, c'est Trabecular Bone Score. En fait, je vous ai dit, dans la deuxième partie de la définition, c'est une altération de la structure. Et cette technique, elle se base donc sur l'étude des pixels obtenus donc, sur l'image de la densitométrie osseuse. Et le logiciel va étudier les variations de gris. Plus on aura donc de variations de gris de faible amplitude, c'est-à-dire assez homogène, plus la structure sera bonne, et plus donc en fait on aura des fortes amplitudes de variation, plus la structure sera altérée. Alors bien sûr, ça se traduit en chiffres, la suivante. Donc vous voyez, si vous avez un TBS qui est supérieur à 1350, c'est que vous avez une texture osseuse normale. Donc voilà les normalités. Vous pouvez les noter si vous voulez, parce qu'elles ne sont pas dans les comptes rendus de la DMO de l'hôpital, hein, même pas ce tableau. Alors, le problème, c'est que c'est un logiciel qu'il faut acheter, ça coûte de l'argent, ce n'est pas donc facturable, et déclencher un traitement sous une valeur TBS, et si le T-score n'est pas ostéoporotique, normalement, vos traitements ne sont pas remboursés. Donc,
Bon, pour nous, ça peut être intéressant parce que ça peut nous conforter dans une décision thérapeutique quand on est entre deux. Mais bon, c'est vraiment pas d'utilisation courante. Notre appareil à la clinique, on n'a pas le TBS. Donc, on n'utilise pas. Mais il est sur le densitomètre de l'hôpital. Donc, je voulais le présenter quand même pour que vous sachiez à quoi ça correspondait et pouvoir utiliser donc éventuellement les chiffres. La suivante. Alors, voilà les moyens diagnostiques. Maintenant, avant de commencer donc un traitement, il y a un bilan biologique standard, donc qui est admis partout, je pense que vous le connaissez. Je vous l'ai rappelé donc là, donc dans le sang et dans les urines. Bien sûr, le bilan phosphocalcique avec dosage de vitamine D et de PTH, parce que souvent les gens sont carencés. La TSH, électrophorèse des protéines pour ne pas laisser passer donc une gammapathie. Et puis, donc, c'est bon d'avoir un CTX de départ. On verra pourquoi pour la suite dans la surveillance des traitements. Dans les urines, calciurie, protéinurie, 24 heures. La suivante. Alors, les traitements, on va arriver donc un petit peu dans une partie de la soirée qui amènera la discussion, je pense, et des questions d'autre part. Moi, je me suis contenté ici de vous donner les traitements qu'on a à disposition, leurs indications, et après, donc, on parlera peut-être avec Charlotte selon vos questions des stratégies thérapeutiques, parce que c'est là où les choses se compliquent un petit peu, où c'est pas souvent simple. Qu'est-ce qu'on met en route comme traitement? Comment on fait donc lorsque la densitométrie osseuse de contrôle montre que l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, quand il y a une rechute d'ostéoporose, etc., etc. Il y a un consensus qui n'est pas forcément donc universel, donc c'est un peu compliqué et on pourra en parler. Donc les mesures génétiques sont très importantes, c'est pour ça que dans cette filière de prise en charge d'ostéoporose, on va faire intervenir nos kinés. Ils vont donc donner des conseils d'activité physique pré-fracturaire et post-fracturaire, très important. Et puis donc les traitements médicamenteux. La suivante. Alors, les apports calciques, bon, même si les chiffres ont un petit peu évolué ces dernières années, on est à peu près autour d'un gramme, un gramme 2 par jour, et l'apport en vitamine D à peu près 800 unités par jour. Personnellement, moi, je ne donne jamais de calcium chimique. J'essaye de trouver les ressources calciques dans l'alimentation. Et lorsque les gens sont anti-lactose, anti-lait, etc., j'essaye de voir avec les eaux minérales si on peut un peu combler les choses. Les plus calciques, c'est Par, c'est Contrex, Alliance. Vous avez, hein, c'est ça, oui, vous avez plus de 500 mg par litre de calcium quand même, dans ces eaux-là. Donc on peut arriver, bon an, mal an, à obtenir cet objectif. La suivante. Alors, quels sont les traitements médicamenteux dont on dispose? Alors, en France, on n'est pas les mieux lotis, hein, parce qu'il y a d'autres médicaments qui existent ailleurs. Le dernier qui aurait pu être commercialisé en France, alors je ne sais jamais, j'arrive jamais à dire son nom, Osomozumab, c'est ça. Voilà. C'est un anticorps monoclonal qui, lui, a un gros intérêt, je vous en parle comme ça, mais la Sécu et les labos ne sont pas entendus sur le prix. C'est qu'il agit, il a à la fois un effet anabolique et à la fois un effet anticatabolique. Donc, il joue sur les ostéoblastes et contre les ostéoclastes. Bon, on l'aura sûrement un jour, mais quand il sera biosimilarisé, je pense. Donc, pour l'instant, on a un bon vieux médicament, les oestrogènes naturels. Les analogues des oestrogènes, un petit peu moins connus, bon, les biphosphonates, on a un dentiste, là, ça tombe bien. Le tériparatide, c'est la parathormone. Et puis, donc, le denosumab, qui est un peu celui qu'on utilise le plus, parfois même hors remboursement, parce que là, vous allez voir que le remboursement est sous-tendu à certaines conditions. La suivante. Alors, le traitement hormonal de la ménopause, en fait, là aussi, les oestrogènes ont eu très mauvaise presse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ben, vous, encore plus que nous, généralistes, je pense, il y a quelques années, 10-20 ans, il y avait l'étude WHI, je crois, c'est ça, l'étude américaine qui avait montré que ça augmentait le cancer du sein de plus de 20%. Donc, allez hop, on avait arrêté les THM. En fait, maintenant, dans l'ostéoporose, il reste une petite niche. Ce sont les femmes qui ont une ostéoporose densitométrique et qui ont des troubles climatériques importants. Donc là, on est autorisé à leur donner donc, un THM. En général, bon, ça c'est un accord professionnel, on n'excède pas 5 ans de traitement, pour passer un petit peu le cap. Hein. La suivante. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, je passe. J'accélère hein, pour laisser le temps à la discussion. Hein. Donc, mais bon. Alors, on a le Canada Dry des oestrogènes. Je parle du Canada Dry pour les plus anciens, parce que pour les plus jeunes, je ne sais pas si le Canada Dry évoque quelque chose.
Enfin bref, le orloxifène, eh ben, c'est des oestrogènes sans les inconvénients à peu près. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas cet effet favorisant le cancer du sein. Au contraire, il y a peut-être une protection mammaire, même si elle est minime. Et c'est un traitement donc, qui doit être réservé à l'ostéoporose post-ménopausique non fracturaire. D'accord? Et essentiellement, lorsqu'il s'agit d'une ostéoporose trabéculaire, ça ne marche pas du tout sur l'os cortical. Vous voyez la diminution de risque de fracture, 47%, bon, à peu près un petit 50%. Et s'il y a une fracture avant, on tombe à 30%. Hein. C'est vraiment donc la niche de traitement 55-60 ans, ostéoporose densitométrique trabéculaire, sans fracture prévalente. Ça peut rendre service, hein. Mais on aura un effet modeste sur la densitométrie osseuse. Je ne sais pas si tu l'utilises beaucoup. J'utilise là sur les femmes jeunes. Voilà, pareil, c'est ça, d'accord. Je n'ai pas envie d'avoir des bisphosphonates tout de suite. Exactement. C'est pour gagner du temps par rapport à une seconde ligne de traitement, en fait. La suivante. Bon, alors ça ne traite pas les symptômes de la ménopause, mais je vous l'ai dit, il n'y a pas d'effet sur l'os cortical. Et on a un risque là aussi de phlébitembrite comme le THM, mais sur le sein, c'est par contre plutôt protecteur. La suivante. On passe. Alors maintenant, on va arriver au biphosphonate pérose. Donc voilà, alors les bisphosphonates pérose, c'est très compliqué. On a actuellement 2 molécules. Il y a eu un temps où on en a eu un peu plus. On a l'alendronate, hein, Fosamax, Fosavance, etc. Et puis l'azidronate, Lactonel. Alors, ce sont des produits qui ont été commercialisés au départ par ceux qui faisaient les sels de lavage pour les lave-vaisselle. Hein, c'est Procter & Gamble parce que c'est un sel de lavage. C'est un biphosphonate. Et il y a une très médiocre absorption par oral. Vous avez à peu près 2% du produit actif qui est absorbé par voie orale. Il y a des conditions de prise qui sont un petit peu compliquées. Vous savez, il faut le prendre le matin à jeun, il ne faut pas se recoucher. Bref, il faut attendre une demi-heure avant de déjeuner. Donc, c'est assez contraignant. Et puis, il y a une tolérance digestive qui est parfois pas très bonne. Parfois, on a également quelques douleurs musculo-squelettiques. C'est quand même pas très, très fréquent avec la forme orale, mais ça existe quand même. Et on a une action, là, par contre, sur l'extrémité supérieure du col du fémur, contrairement à la molécule d'avant que je vous ai présentée. La suivante. On sont de la même taille. Ah. C'est une conversation privée. Hein. Alors, là, je vous ai marqué les différents chiffres. Vous voyez, on est entre 50 et 55%. Le dernier que j'ai oublié d'effacer, c'était l'ibandronate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, ça s'appelait le Bonviva. C'était une prise mensuelle. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, parce qu'il avait une efficacité tout à fait équivalente aux autres. La suivante. Alors, après les biphosphonates oraux, on a les biphosphonates en perfusion. C'est la Clasta, le zoledronate à 5 mg. Donc là, bien sûr, on a une meilleure disponibilité. Par contre, il peut être administré à domicile en perfusion. Il faut bien prendre 30 à 45 minutes. Il ne faut pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous vous exposez à certains risques. Il y a une expérience un peu tragique au CHU il y a pas mal d'années. Hein. Je pense que tu n'étais pas encore arrivé. Ils ont eu une hypocalcémie, tachyarrhythmie complète, pardon, et puis décès. Donc, et ce risque d'hypocalcémie, il est véritablement corrélé à la vitesse de perfusion. Donc, je dis pour les infirmières qui sont là, les infirmières à domicile, c'est sûr que, bon, ce qu'elles font souvent, c'est ce qu'il faut faire. Elles mettent en route la perfusion, elles vont faire un autre soin, elles reviennent. Mais il vaut mieux faire aller 1 ou 2 soins et revenir au bout de 30 à 40 minutes plutôt que d'accélérer le truc. C'est là qu'il risque d'avoir des problèmes. Le deuxième problème, c'est une tolérance et un effet secondaire qui est assez fréquent, c'est le syndrome grippal, avec de la fièvre. Il faut prévenir les gens, 38, 39, des douleurs musculaires, articulaires. Alors, la nécrose de la mâchoire, là, M. Fonverne nous donnera son expérience. Moi, personnellement, j'ai jamais eu une nécrose de la mâchoire avec les biphosphonates pérose dans l'ostéoporose. Ça a été beaucoup plus décrit lorsque le zoledronate est utilisé en carcinologie, hein, parce que les doses sont bien plus. Les administrations sont plus fréquentes, c'est une perfusion par mois au lieu d'une perfusion par an. Hein, donc, on change de catégorie. Bon, quand l'ostéite arrive, c'est grave, c'est sûr. Mais bon, c'est quelque chose qui, quand même,
qui est quand même exceptionnelle. C'est pour ça qu'avant de mettre en route ce type de traitement, on demande souvent à nos collègues dentistes d'avoir le feu vert. Et si jamais il y a des soins dentaires qui sont prévus, un type d'alvusion ou d'implant, eh bien, on va devoir attendre que les soins dentaires soient faits pour mettre en route le traitement. Parce que ces molécules-là, elles restent dans l'os. Elles ont un effet rémanent qui peut être de l'ordre de 1 ou 2 ans. C'est ça qui pose le problème. La suivante. Donc, vous voyez les chiffres d'efficacité antifracturaire. Donc, la Clastas, c'est un très bon produit. Les indications, l'ostéoporose ménosique, cortisonique et masculine. Alors là aussi, ça a été un frein parce que quand les biphosphonates sont sortis, ils étaient réservés à la femme. Et en fait, c'est un lobbying de ACT UP, les gens qui sont impliqués dans le sida, qui avaient des traitements qui étaient inducteurs d'ostéoporose, qui avaient posé une question à l'Assemblée nationale, qui avait envahi l'Assemblée nationale, et on avait eu, c'est très drôle, on avait eu une consigne écrite de la sécurité sociale locale en disant, bon, vous pouvez le donner à l'homme, mais ne le dites pas. C'était à peu près ce qui était écrit. C'était incroyable. Et puis, il a fallu des années pour que l'ostéoporose masculine arrive dans l'indication. La suivante. Donc, la place des biphosphonates, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Charlotte, c'est l'ostéoporose post-ménopausique, multifracturaire douloureuse, après 70 ans, ça peut être avant, enfin voilà, c'est à peu près la moyenne d'âge où il est utilisé. Mais vous voyez, pour le biphosphonate pérose, c'est contraignant. Pour le biphosphonate perfusion, c'est mieux, mais il peut y avoir donc ponctuellement des désagréments. La suivante. Alors, le tériparatide, lui, c'est le seul agent ostéoformateur. On va faire de l'os et on va peut-être avoir un effet structural là-dessus. Alors, le tériparatide, c'est de la parathormone, c'est un fragment de la parathormone. Et il s'utilise, comme vous le savez, en voie sous-cutanée quotidienne. C'est un peu contraignant parce que c'est une injection sous-cutanée par jour pendant 18 mois. Bon, il y a des stylos, chaque labo se bat en disant que son stylo est meilleur que l'autre, mais voilà. Donc, c'est difficile. Par contre, ça marche très, très bien. C'est un très, très bon produit. Le problème, vous pourriez me dire, pourquoi 18 mois? Pourquoi on ne continue pas au bout de 2-3 ans? Parce qu'en fait, ça a été testé chez le rat au départ. Et le rat, donc, contrairement à l'homme, il a un os qui pousse tout le temps, toute sa vie, qui croît tout le temps. Et il est arrivé au bout de 2 ans des carcinomes, des sarcomes. Donc, même si ça n'a pas été observé chez l'homme, on a pris une petite marge de précaution et on est passé à 18 mois. D'accord? Donc, c'est one shot, quoi, en fait. On ne reprend pas le forstéo. Mais il n'y a pas eu de signal, mais enfin bref. Donc c'est 18 mois, mais 18 mois quotidiens. Donc, le coût élevé, bon, je ne sais même pas combien ça coûte. Je ne sais plus. Ça a été biosimilarisé? Ouais, il est biosimilarisé maintenant. Hein. Ils ont des noms très poétiques, Sondelbé, enfin bon, bref. Sinon, le médicament principal, c'était le Forstéo, pour ceux qui l'ont connu. Hein. D'accord. Donc, on peut avoir... Alors, il faut surveiller, bien sûr, le métabolisme phosphocalcique. On a parfois quelques hypercalcémies liées à l'action parathormone. La suivante. Donc, vous voyez, on a des chiffres qui commencent à être intéressants parce que en cas de fracture vertébrale, vous diminuez le risque de 65% et c'est une fracture prévalente de 77%. Donc, c'est vraiment... Alors, on va voir l'indication. C'est vraiment le produit qu'il faudrait utiliser dès la fracture ostéoporotique vertébrale, dès la première. Mais, surprise, la suivante, on dort là derrière. Hein. Ah oui, alors je vais trop vite. Retour en arrière. Non, ça y est, la suivante. Voilà, donc ça c'est la théorie. C'est une très bonne thérapeutique pour les fractures multiples en cascade. On a vu, plus il y a de fractures, plus ça marche en fait. La fracture vertébrale unique, les fractures sous biphosphonate ou sous aloxifène, et puis 2 autres indications, l'ostéoporose cortisonique et l'ostéoporose cognitive chez l'homme. Mais, et alors ça y est, mon effet est loupé, c'est la suivante. Eh ben non, ça va être dit à l'oral. C'est que malheureusement, c'est remboursé que s'il y a 2 fractures vertébrales. Alors on triche, parce que souvent, on a des vertèbres qui sont un peu déformées, on dit, vous voyez, elle est un peu cassée, on met. Parce que moi, j'avoue que je n'attends pas les 2 fractures. Je le mets le plus vite possible en route. Et on verra les stratégies thérapeutiques avec Charles tout à l'heure.
On fait le forstéo, on fait notre densitométrie, on est content, on a gagné 10-15% donc de masse osseuse. Et après, donc, on fait un petit coup d'aclastat pour consolider le résultat. D'accord? Et c'est là où vous êtes le plus optimal dans la prise en charge du traitement. Dernier médicament, c'est donc le dénosumab. Alors, le dénosumab, c'est un anticorps antimonoclonal qui va être capable de bloquer l'action des ostéoclastes. Et contrairement au biphosphonate, et ça c'est une bonne nouvelle pour nos relations avec les dentistes, c'est que ça ne va pas dans l'os. Donc ce sont des séquences thérapeutiques de 6 mois, ce qui fait qu'on peut, s'il y a un souci dentaire, eh ben, on peut faire le traitement dentaire décalé de 1 ou 2 mois et pouvoir reprendre notre Prolia sans problème. La suivante. Bon, ça c'était pour faire joli, mais on s'en fout. Et voyez donc les chiffres pour la fracture vertébrale, on est pas loin du forstéo, on est à 62%. C'est un peu moins actif sur la fracture du col et sur les fractures périphériques, mais c'est le cas de tous les médicaments donc anti-résorbeurs qu'on a. Là, c'est un anti-résorbeur pur. Hein. Donc, il est indiqué dans l'ostéoporose post-ménopausique, mais là aussi, il y a un mais. Normalement, vous ne pouvez pas l'utiliser en première intention. Il faut l'utiliser en cas d'échec ou d'intolérance du biphosphonate. Là encore, moi, personnellement, je triche parce que j'aime beaucoup ce médicament qui est d'une tolérance absolument sensationnelle. Il y a beaucoup d'a priori des personnes, mais parce qu'ils ont eu des biphosphonates souvent avant, et vraiment, donc ça passe tout seul. Ça a une bonne efficacité sur la densitométrie osseuse, et là aussi, on en parlera en stratégie thérapeutique. Le problème, c'est que c'est un effet suspensif, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous allez l'arrêter, au bout de 6 mois, le métabolisme osseux va reprendre, et ce que vous avez gagné, vous pouvez très rapidement le perdre. Donc, la stratégie, ça consiste à consolider le bon résultat acquis par une perfusion de biphosphonate. Et on cède aussi pour les retraites, parce que ce n'est pas forcément une perfusion de biphosphonate, ça peut être une deuxième. Et pour nous aider, on dose les CTX, qui sont des marqueurs de résorption osseuse. Et lorsque les CTX remontent malgré la perfusion d'aclastat, on fait une deuxième perfusion d'aclastat. D'accord? On en parlera tout à l'heure dans les questions, je pense. La suivante. Alors voilà, ça c'est la seule chose peut-être que vous pouvez retenir, ça s'adresse surtout aux généralistes, parce que vous avez certainement vu passer des diagrammes d'usine à gaz, de comment être traité en fonction du T-score, du machin, etc. Donc ce petit tableau, mais de toute façon je vous laisse le diaporama, hein, vous l'aurez, ça vous donne véritablement la conduite à tenir. Et là, ça va s'intégrer pleinement dans ce qu'on veut faire avec la filière ostéoporose, avec le CPTS. Parce que vous voyez, lorsque le T-score est inférieur à 3, il n'y a aucune discussion, on traite. Entre 2 et 3, ça va dépendre si c'est une fracture ou pas. Entre 1 et 2, vous voyez, si c'est une fracture sévère, eh bien, on va traiter. On ne va pas faire le frax ni rien, ce n'est pas la peine. Les fractures non sévères, ben, vous demandez notre avis. Et puis, donc, s'il n'y a pas de fracture, on traite pas. Et enfin, T supérieur à -1, on peut avoir une fracture avec une densitométrie normale. Là, si vous êtes embêté, on est là justement pour y répondre. Donc, vous voyez, c'est vraiment cet organigramme-là qu'il faut garder. La suivante. Alors, on a vu la densitométrie osseuse pour un premier examen, mais alors quand on fait notre contrôle, est-ce que c'est remboursé? Et bien voilà, le législateur a pensé à tout. Oui, à l'arrêt du traitement anti-ostéoporotique chez la femme ménopausée, donc vous faites une séquence thérapeutique de 3 à 4 ans de dénosumab ou de forstéo, des UMA, vous faites votre densitométrie, elle est remboursée. Et pour celle qui n'a pas eu de fracture, lorsqu'un traitement n'a pas été mis en route, une première densitométrie osseuse montre une valeur normale de ostéopénie, vous pouvez donc la faire 3 à 5 ans en fonction de l'apparition de risques, blablabla. Voilà. Enfin, on l'a fait, de toute façon. Hein. De ce côté-là, on n'est pas trop embêté. La suivante. Voilà, donc ça, c'est la conclusion. Donc, vous voyez, c'est une maladie très fréquente, comme l'a dit Gilles, hein, c'est 40% des femmes, maladie sous-diagnostiquée, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20%, sous-traitée, 10%. Donc, il y a quand même du boulot à faire quand on voit un petit peu les conséquences, notamment sur la mortalité. Et avec les traitements qu'on a, on diminue 50 à 70% du risque fractural, mais je suppose qu'on pourrait faire mieux si les choses étaient vraiment prises à bras-le-corps. La suivante, c'est pour terminer sur une petite note d'humour. Voilà, être mieux, c'est bien, mais être bien, c'est mieux. Je vous remercie. Alors, j'avais oublié de faire. J'avais un petit truc visuel. Je vais le faire, mais c'est fini. C'était au début, j'aurais dû le faire. C'était pour expliquer le concept de masse et de structure osseuse. Donc, j'aime bien faire ça. Bon, ça, c'est une feuille. Vous voyez, elle a une certaine masse. J'applique une certaine force
Merde, c'est mon adhésion, c'est parfait. Si je prends la même feuille, je fais la structure différemment, bah, la même sorte, je n'avais pas à déchirer. Voilà, c'est pour partager le plus possible le concept de masse osteoporose. Voilà. En général, je déclenche une innovation terrible pour ça, mais là, je Tenez, docteur. Docteur, je vous en donne une toute neuve quand même. Ah non, jamais. Jamais, jamais. Alors, c'est Charlotte, non? Non. Non, on va pas se prendre. Non. En question tout de suite sur Eh ben, comme vous voulez. c'est peut-être qu'on soit dans le bas là, tout de suite, hein, Charlotte? Non, pas de souci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Michel. Vitamine D donc, fait partie de votre bilan initial et nous, on a reçu des informations concernant On a le droit de le faire. la quasi-inutilité de faire au moins une fois un dosage de vitamine D. Dans le bilan de l'ostéoporose, on est tout à fait autorisé. On est autorisé. Voilà. C'est simplement après, Moi, je la contrôle une fois. et puis après, tu supplémentes et puis basta. Ça va. Sauf pour le Prolia. Là, on est obligé de la monitorer tous les 6 mois pour le Prolia. Ah, Le Prolia, là, on est obligé de la monitorer tous les 6 mois. Et là, par contre, effectivement, on ne rentre plus dans le cadre. Bon, on n'a pas eu. Enfin, moi, j'ai pas eu. Moi, les patients sont facturés, ils m'en ont Ah, ils sont parlé. facturés. Et c'est 7 euros, je crois, quelque chose. Ça doit pas coûter très cher. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça Oui, peut compter aussi. on commence à rajouter des petits trucs par-ci Ouais. par-là. Ça, c'est vrai que c'est D'accord. intéressant. Et le Prolia en deuxième intention, parce que à cause du coût. Oui, c'était ça, parce que le Prolia, il aurait dû sortir il y a plus de 10 ans. Au début, donc, il y avait une force de vente du laboratoire qui n'ont pas eu le remboursement. Et puis, donc, ils ont été faits tardivement, et avec des sous-conditions. Deuxième intention. Ça aurait pu sauter. Bon, ça saute. Ouais, non, là, ça saute. Non, mais il y a une espèce de dichotomie, de schizophrénie entre les objectifs à cacher du gouvernement, etc., sur l'ostéoporose, et puis la facilité de pouvoir les traiter. Il y a des molécules qu'on n'a pas, et on a des contrats qu'on apprend, qu'on a validés, ça ne coûte rien. On va pas la demander tous les 4 matins, mais nous, on en a besoin pour adapter. Et puis bon, il y a l'ostéoporose, mais il y a l'ostéomalacie, si tu veux. Donc, on a besoin de savoir s'ils sont carencés en vitamine D, puis de recharger. Par rapport aux hypocalcémies sous traitement aussi. Oui, il faut qu'elle se mette sous traitement aussi, que des musulmans. Et après, les CTX, on les demande que si on. Je sais pas trop. Enfin, parce qu'avant, on les demande si on ne sait pas si elles prennent bien leur traitement. Ouais, Ça, donc, Ouais. c'est vrai, des parce fois, que, quand même, ouais, des fois, il y C'est a très des- intéressant pour les biphosphonates oraux. Oui, pour les prennent efficaces. Ils prennent aussi l'efficace, parce qu'il y a le c'est problème efficace, de parce que des l'absence. fois, Oui, parce que c'est ça. Des Le fois, ils traitement sont. peut être inefficace, c'est pas qu'elles ne prennent pas. Ah ouais. Ça Ça ne arrive marche pas. avec des CTX qui sont plateaux Ouais. de 3 jours. Et puis là, c'est pas la peine de faire 3 ans. Voilà. Il y a 6 mois, ça n'a pas bougé. avec le Prolia. Ça permet de savoir Il y a s'il une faut. petite différence entre les deux biphosphonates, les hydronates à Penel et les tolérance. Ouais. Il a une plus grande attractivité pour les ceux de tolérance. Il fait plus baisser les CTX que les hydronates. Les hydronates, c'est moins prégnant. Et la contrepartie, c'est la tolérance digestive. Ouais, voilà. Qui est un peu moins bonne avec le coup d'avant, Voilà. avec la Ouais. Donc, c'est toujours. Les bisphosphonates, est-ce qu'on a intérêt avec les bisphosphonates orales ou de la Clastem? Moi, je propose les deux à chaque fois. Propose les deux, c'est les gens qui choisissent. C'est les gens qui choisissent. Sauf si par contre, il y a vraiment un surrisque Ouais. très important avec une BMO très basse ou déjà des antécédents de fracture ou un doute sur l'observance. On sait, là, au moins, même si elle n'en fait qu'une, elle est faite, on sait qu'on a une rémanence Voilà. osseuse. Personnellement, moi, je préfère la Clastem. Le problème, c'est les réactions. Les réactions. Attends, ça. Donc, on en dit. Ça, oui. On parlait sur les Le micro. Et en fait, on me demandait s'il y avait un critère de choix. Et donc, ce qu'on évoquait, c'est que quand un patient vient nous voir avec une ostéoporose, on lui laisse le choix entre l'oral et l'IV, mais par contre, c'est vrai qu'on mettra un peu plus de poids sur l'IV s'il y a des antécédents fracturaires. On sait que la personne sera peu observante. La troisième chose, c'est quand même s'il y a une fracture vertébrale, le fait de faire une perf de biphosphonate IV, on peut avoir un effet antalgique en plus. Donc ça, voilà, c'est un élément supplémentaire qui peut aider quand on court après la douleur d'un patient qui vient d'avoir un tassement. C'est une petite aide, pas une aide qui peut être significative quand même parfois. Et effectivement, la contrepartie, par contre, c'est les patients à risque cardio par rapport à l'arythmie.
c'est vrai qu'il y a quand même des cas d'arythmie, même si ça n'a pas été formellement rapporté, mais effectivement, voilà, il y a ces problématiques-là. Donc, les patients à haut risque cardio, notamment au niveau trouble du rythme, voilà. Moi, ça, je fais un petit peu plus attention quand même. Ouais, c'est un peu plus brutal, ça, c'est sûr. Alors, le Forsteo a également un effet antalgique intéressant, hein, dans les fractures. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est la place de la cimentoplastie. Nous, on en fait pas, enfin, moi, j'en fais pas mal. Moi, j'en fais peu. Alors, j'ai une mauvaise expérience. Voilà. En fait, on fait une amélioration de la vertébroplastie, on fait ce qu'on appelle un spine jack. C'est un peu un stand avec du ciment qui est mis dans la vertèbre. Alors ça, c'est très intéressant parce que les gens sont soulagés immédiatement. Et pour les gens qui ont des comorbidités, qui ne doivent pas rester trop longtemps allongés avec un corset, c'est bien de pouvoir les reverticaliser tout de suite. L'effet antalgique est majeur. Voilà, ça permet de reverticaliser tôt. Tôt. Par contre, à 6 mois, les résultats entre immobilisation par corset et cimentoplastie sont équivalents. Mais voilà, c'est vrai que les patients qui sont à haut risque de se dramatiser dans les semaines qui suivent le tassement, ça permet de passer le cap. Et effectivement, plus avec le spine jack. Précaution chez les patients qui sont sous anticoagulants, où là, enfin, moi, les 2 expériences que j'ai eues qui étaient négatives, c'était des patients qui étaient sous anticoagulants, qui ont été faits en structure hospitalière, hein, et les 2 ont fait des complications hémorragiques. Donc voilà, ça, c'est des patients chez qui je n'irai jamais, moi, personnellement. Ah non, mais voilà, c'est des on est bien d'accord. Les complications hémorragiques ne sont pas aussi liées à... Non, elles sont liées Liées à l'acte, au geste. Alors après, il y a des détracteurs qui disent faire une vertébroplastie, c'est comme mettre un caillou dans un panier d'œufs. Parce que vous avez des vertèbres ostéoporotiques, ça a été décrit. Hein. Mais bon, quand il y a une vertèbre, que c'est un truc ponctuel, et puis bon, dans la fracture traumatique vraie du jeune, ça peut être également intéressant. Voilà. Ça permet de passer le cap. Oui. J'avais une question. Les traitements d'ostéoporose peuvent être une prescription pour absolument un avis. Non, je ne crois pas, non. Il n'y a que que des denosumab, mais les autres, vous pouvez les prescrire. Hein. Les denosumab, il y a une ordonnance d'exception, le Forsteo aussi, mais sinon, les autres, vous pouvez les prescrire. Sans problème. Sou, tu avais une question? Pourquoi faut-il commencer toujours par les antirésorbateurs ou bien commencer par les... Eh ben non, on aimerait bien commencer par les ostéoformateurs, mais on n'est pas dans le cadre du remboursement, quoi. Alors on triche. Ben, moi, je triche. Après, tu peux toujours le défendre, hein, mais bon, on n'est pas dans le cadre. Mais c'est sûr que c'est plus logique. Pareil, une ostéoporose alcoolique, c'est une dépression des ostéoblastes essentiellement. Donc c'est plus logique de mettre un Forsteo que de mettre un antirésorbeur. Il y a une prise en charge en ALD? Oui, quand il y a des fractures, des cascades fracturaires, il y a des ALD en liste. Oui. J'ai beaucoup de personnes qui sont sous VT. Et quand tu as une personne chute, fracture fébrale, Charlotte a dit qu'on pouvait faire une thérapie de la cluster et que ça allait soulager. Donc on fait d'abord une densitométrie. Normalement, on fait une densitométrie. Ça ne fausse pas le fait qu'il y ait la fracture. Ça n'a pas faussé le résultat. Bon, après, c'est une mesure à plusieurs états. On peut avoir un biais, mais c'est là où c'est important quand on regarde la DMO de ne pas regarder total, mais de regarder étage par étage, parce qu'on peut avoir des vertèbres sentinelles. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir un T-score rachis total à -1, et on peut avoir une vertèbre L1, L2, par exemple, c'est souvent au-dessus que ça se place parce qu'il y a moins d'artefacts par l'arthrose, où on est à -3. Et là, moi, par contre, je ne prends que la vertèbre sentinelle. Voilà. On est celle qui semble la plus Exactement. atteinte. Alors, sous réserve qu'il n'y ait pas de pathologie de l'os type angiome, parce que ça, effectivement, c'est un biais quand même. Mais parce que la mesure sur l'arthrose, l'arthrose, elle fausse le résultat. Elle va Alors, diminuer ce qu'on fait aussi quand c'est pas possible que la colonne est trop abîmée, scoliotique, pourrie, tout ce que tu veux, on fait une mesure sur le poignet. Mais techniquement, on n'est pas très satisfait des mesures qu'on a, parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, le poignet, il contient du trabéculaire, donc ça pourrait nous aider. Et en fait, là, les mesures qu'on a actuellement faites par les techniciennes, ça va pas. Donc on est un peu embêté, mais ça pourrait normalement être une façon de s'en sortir. Mais là, j'ai pas voulu le mettre dans le topo parce que je voulais vraiment que ça soit dans la discussion, et puis je peux pas tout mettre parce qu'on y est jusqu'à demain matin. Mais là, Charlotte, elle a parfaitement raison. Il faut vraiment vous attacher, non pas au résultat L1, L4 qu'on vous donne, mais au résultat vertèbre par vertèbre. Et si vous avez une qui est en dessous de -2,5, c'est une ostéoporose. Ça, c'est pas... Non, ça, c'est pas dit, mais c'est pas dit. Parfois, on fait un moyen âge sur 2 vertèbres, tu vois, L1, L2, parce que c'est les moins ostéoporotiques.
alors que L4, L5, les moins arthrosiques, alors que L4, L5 vont être très arthrosiques. Alors, le dentiste, là. Moi, ma question serait principalement sur la durée de rémanence des traitements par aidés par la CLASTA. Ben, la Clasta, c'est 1 à 2 ans, hein, à peu près. Et donc, ce serait plus en cas de traitement pour les cancers et moins aux doses pour l'ostéoporose. Ah non, non, c'est pareil, l'effet rémanent, ouais. Alors bon, La dose cumulée. c'est la dose Oui. cumulée. Ouais. Où là, il y a une imprégnation quand même qui est plus importante. Plus important, plus les cumuler, plus les répéter. Et puis, il y a la problématique de comorbidité. En fait, c'est là où ça a été très compliqué pour l'ostéoporose, en fait, pour défendre les biphosphonates, c'est que le moment où il y a eu cette émission sur France 5, ça devait être en 2017 ou 2018. Et en fait, voilà, il y a eu une descente des biphosphonates par rapport au risque d'ostéonécrose, où en fait, les chiffres d'ostéonécrose avaient été poulés avec ceux de la cancérologie. Sauf qu'en cancérologie, on a de la cortisone, on a une dénutrition, on a une chimiothérapie. Et c'est vrai que voilà, et ça, c'est un biais énorme. Et sur le risque d'ostéonécrose, c'est majeur. Alors, c'est très compliqué de sortir les rames après pour expliquer ça aux patients, quoi, parce que après, ça s'entend aussi. Hein, Et après, nous, on est embêtés au niveau des recommandations parce que normalement, on n'est pas censé intervenir après, même au niveau de la molécule. C'est pas. Oui, nous, on a embêté les dentistes au niveau des recommandations parce qu'à partir du moment où une molécule a été prescrite, que ce soit dans le cadre du cancer ou des phosphonates, on n'est plus censé intervenir pour enlever une dent, pour faire des traitements implantaux. Donc, en fonction de l'âge de la patiente, du patient, ça peut être embêtant, quoi. Donc, ce serait bien que les recommandations évoluent pour qu'on puisse le faire. On le fait, on prend des risques, mais on n'est pas couvert. On peut quand même faire des soins dentaires, quand même, rassurez-moi. Alors, des soins dentaires, mais pas pas de chirurgie. D'accord. Enlever une dent, c'est quand même fréquent chez les patients âgés. D'accord, là, ça pose un problème. C'est l'implantologie, le groupe. Et là, je Oui, veux pas l'empire aussi. ça, Oui. Donc, ça vous oblige à être très conservateur. C'est ça. C'est pour ça que d'un côté, on essaye de privilégier quand on peut le dénosumab. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses par rapport. Et je te dis, je décale. Sinon, si on veut vraiment faire un Anaclasta, on peut décaler s'il y a des soins qui étaient programmés, bien sûr. Oui, Après, bien sûr. tout peut arriver. Hein, Mais donc si c'est le sûr. denosumab se termine par de la clasta, Oui, ça sur la Ouais. Alors attendez, dénosumab, moi, si vous voulez, normalement, on faisait des séquences, c'était 3 ans. Maintenant, souvent dans les congrès ostéoporotiques, quand on met les dénosumab, on a l'arrière-pensée de jamais l'arrêter. Comme ça résout le problème. Parce qu'il a été tenté de faire de la demi-dose. Oui, mais bon, on a retenu depuis plus de 10 ans maintenant, il ne se passe rien, il n'y a pas de fracture pathologique, etc. Et c'est une molécule qui est tellement agréable, qui est très bien supportée, et c'est vraiment une possibilité après pour ne pas être embêté avec les dentistes. Ça laisse aux dentistes la possibilité, si on fait une fenêtre thérapeutique de 3 mois, ça ne va rien changer pour nous. Voilà. Mais maintenant, que ce soit les leaders de la spécialité, ils mettent du dénosumab pour plus l'arrêter. Oui, donc c'est ça le problème, c'est l'effet rebond. Voilà, c'est l'effet rebond qui est embêtant avec ce médicament. Et vos patients ostéoporotiques, est-ce que vous avez des données concernant le bénéfice plus ou moins important d'une reprise ou d'une activité physique régulière, etc. Oui, ça a été bien montré. Il y a même eu des mesures, si tu veux, densitométrie, par exemple sur la marche nordique, avec des mesures au poignet. Donc, on a véritablement des gains, c'est très, très important. Les sollicitations mécaniques des attaches tendineuses sur l'os, etc., c'est extrêmement stimulant. Ça fait partie véritablement des mesures diététiques primordiales, c'est sûr. C'est sûr. L'un va pas sans l'autre, mais c'est vrai. Il faut les faire bouger, ça, comme beaucoup de pathologies. Hein. Sous Si l'ostéonécrose, on diagnostique l'ostéonécrose, et on puisse soigner cette ostéonécrose, et l'ostéoporose persiste. Parfois, on peut prendre. Ah ben alors là. On On ne tourne pas sur les bisphosphonates, ça c'est sûr. Après, je t'avouerai, j'ai jamais eu le cas. L'ostéonécrose au niveau des mâchoires, c'est on coupe, chez la tube, ils enlèvent et puis jusqu'à ce que ça. Donc, du coup, c'est radical. Hein. Ah non, pas que ça commence. Si c'est limité, on peut faire un curetage. Si c'est une antibiothérapie aussi, non? Curetage, antibiothérapie. Oui. Et ça suffit pas. Mais au long cours, hein, c'est plusieurs mois d'antibiothérapie. Et tu parles de maxillaire.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut prendre ostéoporose, tumeur de l'os maxillaire? T'es payé pour nous emmerder. Là, c'est ça. Eh ben, alors, je pense que oui, voilà, l'ostéoporose au second plan. Là, hein. Il y avait, oui, Si on a, en fait, moi j'ai peur des bisphosphonates, donc on n'est jamais conseillé parce que je ne sais pas le faire. Donc, je n'arrive pas à avoir de rhumatose, c'est la régularité de vie. Donc, c'est peut-être intéressant, mais combien de temps on part de principe, par exemple, pour une patiente qui veut une rose ou dans le droit, comment c'est maîtrise, c'est positif, on dit qu'il faut traiter, elle est d'accord. Par exemple, je pars sur la TSA, je pars pour combien de temps? 2 ans, 3 ans? 3 ans normalement. Empiriquement, 3 ans. Empiriquement, 3 ans. Et au bout de 3 ans, je fais l'optocytométrie. Voilà. Combien de temps après la dernière injection? 1 an. Et le but, c'est qu'on soit à un T-score inférieur à 2 col fémoral. Et si on n'a pas atteint les objectifs, On continue. on reprend la Ouais. pour 3 ans. Ou Prolia. Prolia, si tu n'as rien gagné en densitométrie, tu changes de molécule. Si tu as progressé, mais que ce n'est pas suffisant, tu peux garder la même molécule. Mais il faut faire attention quand même. Oui. C'est assez rare qu'on ait besoin de faire un mois, 2 fois 3 séquences. Ah oui, moi, je ne l'ai jamais fait. Il y a quand même un risque de bloquer aussi l'os. Et là, Ouais. on a dit une fragilité pathologique. On peut avoir un os gelé et puis des fractures atypiques, des fractures pleines de diaphyse fémorale, par exemple, des fractures comme ça. En principe, ça intervenait au bout de 8, 9, 10 ans de biphosphonate. Une ostéoporose alcoolique chez le patient. Enfin, en gros, c'est une mais personne n'envoie de courrier à parler de l'ostéoporose ou de... Ah ben, c'est le cas très souvent, malheureusement. Donc, quand je vais la récupérer, il va falloir me dire, Ouais. est-ce qu'on a lui rhumato ou est-ce que je peux directement... Attention, c'est que l'ostéodensitométrie est pathologique. C'est en plus une fracture, donc il y a quand même de grandes chances dans ce contexte-là que les chiffres d'ostéodensitométrie soient bas. Donc, à ce moment-là, on peut déclencher le traitement. Et par contre, effectivement, moi, je pars plus sur de la classe sur ce type de patients. Moi, je partirais sur le Forstéo. Mais, Pas de fracture là, c'est vrai. non, je sais. Sur la Parce chimio. qu'elle est dolique. Mais voilà. Après, je pourrais peut-être bien une vertèbre qui me paraît pas très catholique. Justement, je rebondis sur ce qui a été dit par rapport au dépistage. Quel est le temps message clair pratique, notamment dans le milieu chirurgical, pour le dépistage, parce que je vois les chiffres. Ouais. Bah, normalement, maintenant, avec soi, parce qu'on va peut-être parler de l'accès justement à la filière, hein, c'est le dernier paragraphe du truc. Et ben, par exemple, tout banalement, un chirurgien orthopédique il va recevoir une fracture du poignet chez une femme de 45-50 ans, et ben, ça serait bien qu'il passe dans la filière qu'on a mis en place. Bon, justement, je vais peut-être profiter pour dire un petit mot par rapport à ça. C'est que bon, c'est vrai, on n'est pas très confronté aux fractures. On n'en voit pas tant que ça. On fait beaucoup plus de chirurgie dégénérative avec des arthroses et des prothèses. On est mis au point avec l'aide de la direction. Une évolution de notre courrier de sortie, ce qui fait que globalement, tout patient, quel que soit son âge, qui rentre à la clinique pour une prothèse de hanche, pour une prothèse de genou notamment, on lui fait un bilan systématique. On est en train de trouver des solutions en termes d'analyse sur l'informatique pour faire apparaître les résultats des dépistages qu'on fait, puisqu'on fait des dépistages systématiques avec nos amis anesthésistes, systématiquement tout patient a un bilan biologique. Et donc, ce dépistage est déjà fait, on essaie de trouver une solution pour le faire transparaître sur le courrier de sortie, ce qui fait que vous serez systématiquement au courant, pour tous les patients qui ont des prothèses, vous serez automatiquement au courant qu'il y a un dépistage qui a été fait, où il y aura même, on est en train de réussir avec Charlotte et puis Bernard sur une proposition thérapeutique sérieuse, et qui vous inciterait à lancer le traitement avec le travail en médecine. Ça aiderait largement les choses, sachant qu'on a quand même un gros flux de patients. Donc, je pense que c'est une piste très intéressante. On est en train de mettre ça au point, vous l'aurez systématiquement sur les codes de sortie. Alors, à quelle échéance il faut que je vois ça notamment avec mon ministre, voir comment on peut gérer ça. L'échéance, c'est un peu plus complexe, quand on a des points informatiques, en fait, pour faire transparaître les relevés sur le courrier. Mais on est en train de gérer ça au niveau de... Voilà.
Alors, par contre, là, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Là, à un moment donné, l'aîné nous envoyait souvent des gens, ils mettaient en place des vis, etc., et trouvaient que l'eau, c'était fragile. Et en fait, on a fait des DMO et puis on était un peu déçus parce que et là, je crois que c'est l'effet structure qui doit jouer. Bon, faut que ce soit une petite remarque comme ça. Oui, mais c'est vrai que il est vrai que en plein opératoire, on s'en rend compte sacrément parce que c'est vrai que même sur une prothèse, on a parfois on se rend compte que là, c'est vraiment une qualité exécrable, malgré les radios, Et malgré la densité, je te dis. Ouais. C'est pour ça que le TBS serait utile, moi, dans ces cas-là. Alors, globalement, nous, on a modifié un peu, enfin, j'ai modifié un peu la technique opératoire, sachant que chez ces personnes âgées, mais pas forcément très âgées, il y a un peu une qualité, on va dire, déplorable, parce qu'on se rend compte, dans les techniciens de l'os, hein. Donc, globalement, on modifie la technique avec 2-3 astuces pour renforcer nos prothèses, pour pas que ça bouge. Voilà. On utilise aussi des artifices type la cimentation, notamment sur les prothèses. Et puis surtout, on le note, on marque qu'il y a une complication dans la possibilité parce que là, c'est une qualité très rigueur. Et maintenant, le rendu, c'est de transparaître sur le compte rendu. Vous pouvez mettre un traitant pour qu'on mette en place un traitement. Voilà. Mais ça, nous, on s'en rend compte. Et c'est vrai que les densitométries, on ne les fait pas systématiquement, je reconnais, avec les problèmes du délai post-agression chirurgicale pour ne pas fausser la densitométrie. Ok, merci pour ta remarque. On va peut-être avancer. Est-ce qu'il y a des questions en visioconférence là? Non, pour l'instant, j'ai rien. Rien. Donc là, on va aborder maintenant comment on fait en pratique ces PTS cliniques. Gilles, qui est-ce qui présente ça? Non. Là. Ah, c'est quelqu'un qui. Question? Tout le monde, chacun va présenter une diapo. Là. Oui, on y va. Donc, on continue le diaporama. Si on peut donner le micro à Angélique, elle va le remettre. D'accord, ça marche. Allez. C'est cool. Donc, moi, c'était Claudine et Guillaume. Guillaume, normalement. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter brièvement la façon dont on a travaillé. Donc, au départ, on a choisi cette affiche qui nous a semblé pertinente et percutante avec cette autruche là, qui se met la tête dans le sable, alors que je pense qu'il va lui arriver des bricoles dans les années à venir, du fait donc, de fractures qu'elle a déjà, de sa perte de taille, d'un risque de chute. Donc, au sein de la CPTS, on a regardé comment on pouvait être efficace pour dépister ces ostéoporoses chez des femmes qui peut-être en avaient déjà entendu parler, ou pas du tout. Et puis, dans le cadre donc, de la CPTS, où il y a donc tous ces personnels de santé qui interviennent quand les gens sont fracturés, donc soit les kinés pour les rééduquer ou des infirmières quand ils font les pansements, des chirurgiens dentistes bien sûr, et les pharmaciens avec les traitements. Donc on a cherché comment on pouvait les dépister, comment eux pouvaient les dépister, et après nous les renvoyer, nous les médecins, puisque c'est quand même nous qui les traitons, mais c'est vrai qu'on peut avoir quand même des fois un peu des trous dans la raquette parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne pense pas, etc. Donc voilà, donc on a aussi essayé de voir comment on pouvait alerter ces patientes. Donc ça s'est fait par l'intermédiaire d'un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc les dames de plus de 50 ans, elles ont reçu soit par voie postale, soit par mail un courrier, donc leur disant d'en parler à leur médecin traitant d'un truc qui s'appelle ostéoporose, et de voir un peu si déjà elles étaient au courant ou si c'était nouveau pour elles. Et puis par l'intermédiaire d'affiches aussi qui sont arrivées dans le cabinet médical. Ensuite, peut-être l'onglet Mon Cisra. Voilà, l'onglet Mon Cisra. Donc on a tous cette messagerie très sécurisée, gratuite,
Voilà, donc on s'était dit qu'on pouvait communiquer avec mon Sistra qui avait déjà fait ses diapos, c'est ça, non? En fait, il y a un onglet dédié, oui. Il y a un onglet qui est dédié dans mon Sistra. Et donc, pour essayer de les repérer et que donc, les professionnels de santé, après, nous les renvoient, on avait donc on a utilisé ces tableaux qui sont très simples. Alors, je ne sais pas pourquoi les facteurs de risque mineurs se retrouvent en haut, mais c'est comme ça. Donc, si on peut être alerté donc, par une femme de plus de 50 ans donc, qui fume, donc la case, oui, non, par rapport à sa consommation d'alcool, donc c'était plus de 2, tout à l'heure c'était plus de 3, mais dans ce qui n'a pas beaucoup d'importance, et le niveau d'activité faible, moins de 30 minutes par jour. Donc s'il y avait présence de 2 facteurs sur 3, on pouvait déjà essayer d'alerter le médecin traitant. Ensuite, les facteurs de risque majeurs, donc l'indice de masse corporelle inférieur à 19, pardon, l'âge supérieur à 70 ans, fracture du col fémoral chez un des parents de premier degré, les traitements corticoïdes de plus de 3 mois et la ménopause précoce avant 45 ans. Et là, s'il y en a seulement 2 sur 5, on peut éventuellement alerter le médecin traitant. Voilà. Donc ça nous paraissait simple et voilà. Donc, voilà. Le diapo suivante. Donc, au cours de la préparation du parcours, effectivement, le rôle du chirurgien dentiste a pris toute sa place. Après, c'est Bernard qui un jour nous a dit, mais les premiers qui voient les os se pourrir, c'est les chirurgiens orthopédistes. Donc, on va aussi leur faire un courrier. Et on a fait un courrier à tous les chirurgiens orthopédistes de l'hôpital et de la clinique. Voilà. Ensuite. Je pense qu'il y a d'autres acteurs de santé qui peuvent être inclus dans ça, les kinés. Oui, mais ça va être pris assez, tu l'as pas dit, je crois. Parce que bon, ils voient les gens en post-concurrent, etc. Et ils peuvent leur susciter de rentrer dans ce cadre-là. Puis, non, mais bien sûr, hein, les kinés voilà. et les infirmières. Et les infirmières qui font des soins à domicile et qui voient les gens rentrer, bien sûr. Tu l'as dit? Ah ben, j'ai pas entendu. Alors, c'est le parcours par les filles, hein, elles sont où? Je suis là-bas au fond. Ah, on avait parlé avant. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que c'est comme les glyphosates peuvent nous embêter ou au moins au niveau réglementaire. On aime bien avoir les patients avant, comme avant une chirurgie orthopédique, pour faire le point et faire ce qu'il y a à faire avant la mise en place du traitement ou différer plus tard si c'est un autre molécule. Donc maintenant, on va parler du parcours et de notre rôle à nous, tous les professionnels de santé, les professionnels sentinelles. Donc, comme l'a dit Claudine tout à l'heure, les patientes de plus de 50 ans ont reçu normalement un courrier de la CPAM leur indiquant les risques de l'ostéoporose pour leur santé. Et du coup, alors ce courrier arrive souvent sur leur compte Amélie, donc la plupart des patientes ne l'ont pas lu. Voilà. Donc c'est là que nous, on peut jouer notre rôle. Les kinés, les chirurgiens dentistes, donc les infirmiers et les pharmaciens. Alors déjà, si elles nous interrogent, on peut déjà leur répondre et leur faire passer des tests cliniques. Et nous, dans le cours de nos soins, comme on disait, suite à par exemple, suite à une intervention, enfin une fracture, le rôle des kinés, suite à, par exemple, les pharmaciens qui observent leurs patients qui sont traités par corticoïdes, nous, les infirmiers pendant les soins, les pansements, les choses comme ça, et donc les dentistes, voilà. Donc, on fait passer des tests cliniques et notamment, on peut remplir le questionnaire qu'on a vu tout à l'heure, précédemment.
De là, on voit si le patient est à risque ou pas. Donc, enfin, si la patiente est à risque, si elle n'est pas à risque, ben, du coup, on la rassure et on lui redonne les conseils d'hygiène de vie. Je ne fais que lire là, mais voilà, c'est marqué. Et donc, par contre, si elle est à risque, c'est là qu'on peut intervenir avec mon CISRA. Je te passe le micro parce qu'on a fait le test tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais, après, ça va être difficile à décrire sans le montrer, mais on peut aller sur mon CISRA. Il y a, dans le portail, il y a un petit logo URPS kiné ostéoporose. On clique dessus et là, on va pouvoir aller rentrer justement ce qu'on observe. Alors qu'on va pouvoir, par exemple, mesurer la personne et voir si elle a perdu en taille, noter ses facteurs de risque. Et de là, on peut créer un courrier qu'on peut envoyer via mon CISRA au médecin traitant, ou même l'imprimer et puis l'envoyer au médecin traitant, soit par le patient, soit par courrier. Voilà, alors ça nécessite de maîtriser mon CISRA. Il faut un peu avoir cherché, essayé, mais c'est possible. On a réussi. On a réussi. Voilà, donc par ce biais-là, on informe le médecin traitant qui, lui, va faire son diagnostic, les examens nécessaires. Et puis, en fonction, il va pouvoir soit démarrer un traitement, soit faire appel au rhumatologue. Et bien sûr, en prenant aussi l'avis du dentiste, le plus tôt est le mieux, parce que comme il faut faire les soins dentaires avant de commencer le traitement, à la limite, on peut rappeler aux gens d'aller voir le dentiste avant même d'avoir fini le diagnostic. Ça ne coûte rien de voir son dentiste, ça fait toujours du bien. Donc, voilà. Il faut en avoir un, il faut avoir un. Justement, d'où l'intérêt peut-être de ne pas attendre et de dire aux gens, bon, voilà, si vous n'avez pas de dentiste, c'est le moment d'en chercher un. N'attendez pas qu'on ait diagnostiqué l'ostéoporose. Voilà pour le parcours. Et donc après, éventuellement, le médecin traitant va faire entrer le patient dans la filière de la clinique. On va peut-être faire le lien avec le parcours à la clinique. Merci. Alors, je suis désolée, je ne suis pas rapide. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai juste un parcours ostéoporose, c'est pas compliqué. Ok, je ne vois pas évidemment. J'avais fait sur les paramètres. J'ai pas eu le compte. Ouais, merci. C'est bon, c'est hôpital de jour, c'est ça? C'est ça. Je vais commencer comme ça. Donc moi, je vais vous présenter le parcours clinique. Donc effectivement, on a été sollicité par la CPTS pour répondre à un besoin de territoire sur la prise en charge de l'ostéoporose. Le but est de permettre aux patients de bénéficier sur une demi-journée d'hospitalisation de plusieurs professionnels de santé et de confirmer la présence d'ostéoporose et d'un traitement donc, adapté. Donc, tout professionnel de santé pourra orienter un patient à risque d'ostéoporose par l'adresse mail qui est en bas de l'écran. Ce patient, du coup, sera inscrit dans le programme par les secrétaires de rhumatologie, qui fera le lien avec l'infirmière coordinatrice. Pas les secrétaires qui sont l'infirmière. C'est l'infirmière. C'est la seule interlocutrice. L'adresse mail? Oui, ça ne sera pas les secrétaires. D'accord, bon, très bien, l'infirmière. Et donc, le patient rentrera dans le programme, il sera contacté pour avoir son heure et son jour de convocation. À peu près une semaine avant, le patient recevra une ordonnance de bilan sanguin et un questionnaire à remplir. Ce questionnaire va permettre de doser l'apport calcique par le patient. Donc, c'est un questionnaire à remplir sur 3 jours qui est plutôt simple d'utilisation. Vous en avez un petit exemple sur la diapo, il fait 2 pages. Donc, le patient coche ce qu'il consomme sur une journée.
d'hospitalisation 2 jours. Donc, ce sera sur une demi-journée, ce sera les jeudis après-midi. Ça commencera par une séance avec un kinésithérapeute. Le but est de reprendre l'importance d'une activité physique. Le patient repartira avec une fiche d'exercice clé qui sera personnalisée en fonction des capacités des patients. Il y a à peu près 20 exercices sur la feuille. Le but est qu'ils puissent reproduire cet exercice à domicile. Il passera en même temps donc une ostéodensitométrie à la clinique même pour permettre de poser le diagnostic. Une consultation avec la diététicienne qui reprendra grâce au questionnaire et avec l'entretien avec le patient. Elle fera un calcul de l'apport calcique. Elle lui donnera une fiche pratique, alors détaillée et en même temps un petit schéma plutôt simplifié pour le capital osseux. Elle mettra en avant s'il y a besoin d'une supplémentation calcique ou pas. L'entretien avec l'infirmière thérapeutique, qui est donc Véronique, qui est déjà en lien sur d'autres parcours rhumato. Elle échangera avec le patient, elle fera un bilan des habitudes de vie du patient, de ses antécédents médicaux et chirurgicaux. Elle expliquera qu'est-ce que l'ostéoporose, les évolutions et les complications possibles, les différents traitements, et elle refera un point sur les différents entretiens qu'il y a eu au cours de cette journée. Et donc, pour finir, une consultation avec les rhumatologues. Le but, c'est d'analyser tous les résultats des examens, donc bilan sanguin, ostéodensitométrie, de refaire un point sur ce qui a été dit sur cette demi-journée, de proposer une thérapeutique au médecin traitant. Ensuite, le patient donc, reprendra rendez-vous avec son médecin pour débuter le traitement et faire des consultations complémentaires si besoin, notamment dentaires. Et il y aura un suivi par les rhumatologues chez nous après si besoin. Donc, ce parcours commence jeudi prochain pour la première fois avec 2 patients. Donc, on remercie toutes les personnes qui ont participé au projet et qui permettent son démarrage. Et on espère que ce sera une réussite. C'est prochain. C'était bon, c'est encore beaucoup. Parce que... Bon, on ne prend pas le parcours. Non, c'est pas la peine, je vais avoir honte. Donc, c'est Gilles et Monsieur Vacher. Alors, voilà, on est ensemble pour faire une conclusion. Déjà, merci. Merci beaucoup à Benjamin Vacher, directeur de la Polyclinique Saint-Odilon. Voilà, je vais d'abord te laisser dire un petit mot. Ça va résumer un petit peu ce qu'Anaïs a présenté avant. En fait, ce parcours-là et tout ce qui a été mis en place, il était fait parce que tout le monde a été motivé pour travailler sur ce projet-là. Donc, on a eu à la fois la CPTS qui nous a sollicité sur ce sujet-là. Je savais que c'était un sujet qui était à cœur au niveau de Bernard et aussi de Dr Giraud au niveau de la clinique. Donc, on a tout de suite rebondi sur cette difficulté-là qui était le parcours de l'ostéoporose sur le Molinois, mais pas que, parce qu'au final, on se rend compte que sur la France, sur l'ensemble des établissements, il y a très peu de parcours de ce type-là. Donc, sûrement, ça va faire des émules sur d'autres établissements et d'autres villes rurales, parce que notre groupe est installé principalement sur des villes rurales. Et voilà, c'est vrai que si tous les partenaires, et je rajoute les kinés, la diététicienne, et un peu tout le monde, même les orthopédistes, qu'on avait parlé de ce projet-là, tout le monde a voulu y participer, aussi les anestes, et ça a permis de parler de ce sujet-là et de mettre en avant tous les rapports qu'on peut avoir avec la CPTS, le rôle de la CPTS dans notre territoire, comment on peut amener des nouveaux projets et mettre tout le monde dans le même bateau. Et voilà, donc c'est une vraie réussite. En tout cas, j'espère que ce projet-là, c'est que le premier et pas le dernier. Et voilà, c'était juste un petit mot de conclusion. Voilà, donc comme vous avez compris, c'est vraiment une corbeille de mariage. On l'a fait déjà avec l'hôpital sur la vaccination et Stéphanie pourra donc nous le confirmer. La clinique, voilà, on espère beaucoup et je pense qu'on a besoin de tout le monde, tous les professionnels de santé, tous les sentinelles, pour que le réseau il fonctionne à fond
et qu'on prouve aussi la plus-value de bosser tous ensemble. Mais je pense que c'est le patient qui sera le grand bénéficiaire avec des durées d'accès aux spécialistes réduits. Et puis, pour les spécialistes aussi, déjà avoir un tri préalable pour éviter d'être englués par des gens qui n'ont rien à y faire, hein, parce qu'il y a des gens qui se trouvent des pathologies partout. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Vraiment, on est très heureux d'être tous ensemble ce soir et puis de valider, démarrer ce premier parcours. Voilà, merci. Un petit merci à notre coordinatrice qui a fait un boulot d'enfer, et ça depuis, voilà. Un grand merci, voilà, et puis je vous invite ensuite à boire un petit verre, à vous hydrater avant de faire votre tour, voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez rajouter des choses, c'est encore vrai. Juste, on a ramené des flyers par rapport au parcours, comme ça vous pouvez en prendre et ramener. On n'a pas eu le temps de passer par l'imprimeur parce qu'on a passé beaucoup de temps. Mais voilà, n'hésitez pas à le regarder, ça présente tout le parcours et ça vous permet d'avoir l'adresse mail, et etc. Une question. Si on les envoie, c'est qu'on a déjà fait une ostéodensitométrie normalement. Donc dans votre demi-journée, là, vous allez en refaire une? En fait, l'idée, c'est suite à l'alerte de protection sentinelle, si vous retenez ou pas, est-ce qu'il y a un suivi d'ostéoporose? Même si on n'a pas de diagnostic de fait, c'est des patients qui sont à risque. Donc après, le but en fait de la demi-journée, c'est de faire vraiment un peu de bilan. S'il n'y a pas d'ostéoporose ou qu'il est à risque minime sans protection de traitement, voilà, on mettra s'il y a besoin d'une surveillance. Mais en fait, c'est plus sur le profil patient. Il y a un profil à risque, le but, c'est voilà, de solliciter la filière à ce moment. Je me posais la question de la prise en charge de l'hospitalisation de jour, ça se passe comment? Alors, je vous laisse répondre. En fait, c'est un parcours qu'on a mis en place parce qu'il y a un financement de la sécurité sociale qui permet d'accompagner les établissements qui veulent développer ce type de parcours. Donc, on a des choses que nous, on doit payer. On a essayé de travailler sur une fluidité, faire gagner aussi du temps pour pas que les rhumatos soient obligés de tout faire, tout coordonner. C'est pour ça que c'est un partenariat de tout le monde en fait dessus. Pour les professionnels sentinelles, quand on suspecte, quand on détecte quelqu'un, quand est-ce qu'on l'envoie vers son médecin? Quand est-ce qu'on l'envoie dans le parcours? C'est au choix du patient? C'est en fonction de la gravité? À mon avis, soit tu en parles au patient, tu as un patient cortiqué, tu lui parles des problématiques, soit c'est quelqu'un que tu connais et qui a un peu l'habitude d'en raconter. À ce compte-là, tu vas être obligé de passer par mon CISRA pour donner l'info directement au médecin. Voilà. Je pense que tu as un doute, tu n'es pas médecin, tu en parles à son médecin, puis lui, il voit ce qu'il fait de son patient. C'est de sa responsabilité. Lui, il a un doute, il en parle au rhumato. Enfin, je pense qu'en général, c'est comme ça que ça se passe dans le monde médical. D'autres questions? Ce n'est pas une question, c'était juste une précision pour le dosage du CPI. Oui. De préciser à vos patients que c'est le matin, idéalement avant 9 h et à jeun. Mais au labo. Et au labo, parce qu'il faut centrifuger et congeler le prélèvement rapide. Ouais. Voilà, C'est important. Il y a un problème sur la prise en charge aussi, non? À Christelle, c'est toujours. excuse-moi, il y a un souci sur la prise en charge. On doit faire signer le patient avec l'accord, non? Pas le CTX. Il ne faut pas faire une grosse boucle la veille. Ça. Question. On le dose à quel moment? Alors, le CTX, c'est surtout en ligne par rapport au traitement. C'est-à-dire qu'il faut faire un CTX initial, par exemple, chez un patient qu'on va mettre sous dentif, sous bisphosphonates, si tu fais un contrôle à 6 mois, si tu n'as pas de diminution, ça veut dire que ton traitement n'est pas efficace ou il n'est pas pris. Donc, il faudra changer de stratégie. Après, on le fait en deuxième intention aussi chez les patients, par exemple, pour le proléa, si on a un doute si les injections sont faites ou pas.
C'est-à-dire que si on trouve un CTX élevé avant de renouveler le Prolia, il y a un problème. Parce que pour le coup, là, c'est une voie parentérale, donc il n'y a pas la problématique d'absorption. Et après, la troisième indication, c'est de me corriger. La troisième, c'est vraiment quand on arrête le Prolia, qu'on fait un relais à Clasta, on fait un CTX, on fait un premier à Clasta, généralement on a le contrôle CTX à 3 mois. Parce que si le CTX s'envole, alors que ce Prolia est totalement effondré, hein, donc s'il s'envole après une première perfusion d'Aclasta, la question c'est d'en faire une deuxième pour vraiment verrouiller à fond et éviter qu'il y ait un effet rebond à l'arrêt du traitement. Ouais. Donc ce qui est important, c'est l'observance ou efficacité du traitement Péros, surtout. Oui, je rajouterais juste une petite chose, c'est que la baisse de CTX n'est pas la même avec les biphosphonates et avec le Prolia. Avec le Prolia, vous allez avoir un CTX à 0, hein, pratiquement. Alors que le biphosphonate, ça va baisser, mais pas dans des proportions aussi importantes. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette CTX de base pour voir si le traitement est pris, si on est efficace. C'est bon, il y a d'autres questions? Ah. Sur l'âge, j'ai compris 65, 15 ans, et après 80 ans, est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir encore agir maintenant? Ça, c'est simple. Alors, oui, non. Après, je pense qu'il y a l'état général. Enfin, voilà, l'état général, l'autonomie. C'est-à-dire que si on a une patiente qui a 80 ans, qui est en forme, qui est active, moi, je la traiterais comme si elle avait 50 ans. Après, si on a une patiente qui a 80 ans, qui est en fauteuil, ou qui a un périmètre de marche à 15-20 mètres, c'est quand même une contrainte, c'est pas sans risque. Donc là, je me pose quand même la question sous réserve, voilà, sauf si elle a une ostéoporose vraiment catastrophique, et là, à ce moment-là, je la traiterai quand même. Mais si on est entre deux, pas forcément. D'accord. Sur l'aspect antalgique du biphosphonate, sur le biphosphonate IV, dans un contexte fracturaire, oui. Oui. Sous réserve, par contre, des comorbidités cardiaques, hein, qu'il n'y ait pas un risque au niveau rythmique, c'est surtout ça. S'il y a une cardiopathie sous-jacente très importante, je me méfie quand même sur les périodes de biphosphonate. Oui, puis la fonction rénale. Et pour l'anecdote, il y a 10 ans, je ne sais pas s'il y a des médecins qui sont dans les EHPAD ici, là, ce soir. On avait fait avec les médecins des EHPAD une proposition d'amélioration un petit peu des conditions d'ostéoporose dans les EHPAD. Et c'est impossible. C'est impossible. On s'est heurté à plein de facteurs économiques, à plein de facteurs organisationnels du personnel lorsqu'il distribue les repas. C'était impossible de donner un biphosphonate Péros. C'était pas toujours possible de donner en intraveineux pour des raisons de financement. Et à l'époque, il y avait un produit qui s'appelait strontium, qui n'existe plus maintenant. Et finalement, c'était le seul qui était possiblement pouvoir être donné. Mais il n'était pas efficace. D'ailleurs, il a été retiré. Et donc, les eaux minérales, eh bien là aussi, ça a un coût dans les EHPAD. Ce qui fait que c'est un gros, indépendamment des conditions individuelles de chaque patient et de son âge physiologique, comme disait Charlotte, c'est un très, très, très gros problème. C'est pour ça qu'il se casse autant, d'ailleurs, dans les EHPAD. Oui, monsieur Rousseau. Dans les toilettes, oui. Ouais. Et moi, je te dis, je ne donne pas de calcium chimique. Oui, non, mais donc ça, oui, c'est une complexité. Ouais, par exemple. Enfin, c'est déjà un minimum. Ok, on va peut-être libérer nos amis qui sont en visio. Donc, pas de questions, les yeux Non, là. non, je vais reproposer. Monsieur Chevolot, là, qui a réussi à ne pas dormir. Hein, j'ai lu, là. Le whisky est bon. Non, il cause pas. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on va vous convier un petit rafraîchissement, si ça vous dit. Merci. Merci à vous tous.